Tout ça est très simple. Cité coopérative Paris Jardin. Toc. Aujourd'hui, deuxième étape, on a vu la dernière fois architecture 1900, une balade à Étampes en vrai, pour voir des logements de ce type-là qui sont un peu marqués par l'art nouveau, par cette idée décorative. Et puis, ce que j'ai montré aussi, on l'a vu, des catalogues en fait qui vont permettre d'acheter des maisons. Mais on était encore finalement dans de la maison individuelle qu'on va essayer de développer. On va le voir aujourd'hui sur des ouvriers en fait, mais finalement, on était encore plutôt sur de la maison individuelle bourgeoise, sur du lotissement qu'on a été voir, qu'on devine ici. On va voir la même chose avec 20 ans d'écart à Draveil dimanche. Oh, même pas 20 ans d'écart, puisque l'avenue Bouilloux-Lafont qui est là, on est autour de 1909, voilà. Et le lotissement Paris Jardin, mais c'est 1911. Par contre, le lotissement va pas avoir le même sens. Il est ici, sur une rue existante ancienne et puis, il va faire une bordée de maisons qu'on devine mal, hein. Quand on les a vues en vrai, on a vu qu'elles étaient très, très belles comme ça. Voilà, avec des ornements, avec des jeux de décochement de toiture, avec des plans qui sont assez complexes. Des ornements en céramique, de la peinture, sur certains renforts, de bâtiments. Et puis on a vu aussi qu'il y avait de l'architecture, c'était ça qui me fait revenir encore aujourd'hui, c'est l'architecture où finalement il n'y a pas d'architecte connu, pas d'histoire de l'architecture, puisque l'histoire de l'architecture sur ces années de la révolution industrielle, 1850-1950, allez, c'est une architecture autour du verre, du métal, pour tout ce qui est innovation. Et puis sur la partie 1900-1950, on va dire béton. Ce qu'on peut retrouver dans des structures de ces maisons, béton ou métal, verre un peu moins, même si un des enjeux qu'on va voir aujourd'hui dans le verre, c'est celui de la lumière, celui du vent, pour tout ce qui est hygiène, en fait, tout ce qui est épidémie. Parce que c'est ça qui m'intéresse de regarder aujourd'hui, en s'intéressant à ce Paris Jardin coopérative, on va se retrouver à parler de trois choses différentes. C'est celle de l'habitat ouvrier, qui à première vue n'habite pas dans des petites maisonnettes mignonnettes comme ça. De penseurs qui vont essayer de dire, ben, finalement, on en a besoin pour travailler, d'ouvriers en bonne santé. Ça, c'est la partie paternaliste. Et puis pour la partie révolutionnaire, de dire que il faut que l'ouvrier soit, alors, un deuxième enjeu, propriétaire ou pas, c'est intéressant. Et est-ce qu'il faut qu'il ait sa maison ou un logement collectif? Est-ce qu'il faut qu'il partage quelque chose avec tout le monde? On va voir que chez les penseurs, la morale n'est jamais très loin parce que, bah, l'ouvrier, si on le laisse tout seul, il va soit au bistrot, soit il a des mauvaises, des vices qui, comme les épidémies, se répandent un peu partout. Donc, chez les penseurs, chez Proudhon, chez Marx, on va voir aussi que finalement, il s'agit de contrôler, de savoir dans ces discussions sur le logement ouvrier, comment, et c'est ça qui est passionnant dans la cité jardin de Draveil, c'est que on a quelque chose qui ressemble à l'accès à la propriété bourgeoise et que l'accès à la propriété lui-même est une façon de responsabiliser l'ouvrier. C'est-à-dire que les hypothèses collectivistes comme le familistère qu'on va voir, donc question hygiène, organisation du travail, première partie. Deuxième partie, qu'est-ce que l'ouvrier peut désirer? Qu'est-ce qu'on peut désirer pour lui? Est-ce que c'est une maison individuelle, de l'habitat collectif? Qu'est-ce que ça signifie moralement? Et ces deux éléments-là nous permettront de comprendre que l'idée de se grouper en coopérative pour acheter des petites maisonnettes façon anglais en Normandie, comme on le voit sur l'image de droite, va être une des réponses de Cité Jardin, une réponse qui ressemble à des réponses anglaises et qui ne sont pas du tout les mêmes réponses que celles qu'on trouvera à Rissorangis dans dans la visite de la semaine suivante. Puis on va voir euh, notamment un penseur, Antoine Lebas, qui va nous expliquer des choses merveilleuses. Alors, pour commencer, un petit clin d'œil parce que le logement social en France, c'est pas un sujet, c'est plutôt un sujet social, c'est plutôt un sujet politique, et on n'a pas tellement
Antoine Lebas va le dire. D'ailleurs, il n'y a pas tellement d'architecture, en fait. Voilà une deuxième énigme qui m'intéresse. Je me suis rendu compte que prendre ce sujet, d'aller voir de l'architecture dans l'Essonne, c'était une façon de questionner ce que l'histoire de l'art racontait comme version moderne, innovante, et comment ici, on est encore une deuxième fois face à une histoire invisible, en fait. La première fois à Étampes parce qu'on est une architecture sans architecte presque, et que la signature, la façon de revendiquer une création se retrouve pas dans ces endroits-là. Mais ici, on est en plus dans une cité ouvrière, c'est-à-dire que le logement social, Rémi Butler est un de ceux qui va construire un petit bâtiment à Évry, le bâtiment premier cycle de l'université. Eh bien, dans la première étape que résume Antoine Lebas, on va voir que dans cette histoire ouvrière, il y a beaucoup de choses qui sont très très peu visibles, très peu reconnues, qui sont plutôt étudiées par les historiens, par les sociologues, assez peu par l'histoire de l'architecture, et avec plutôt des rapports socio-économiques dans des régions du nord, de l'est, où il y a une grande tradition ouvrière. Mais pas comme un lieu d'entre la créativité intellectuelle, qu'est-ce qu'on peut faire, comment habiter, qu'est-ce que posséder quelque chose, et architectural, qu'est-ce que c'est qu'une forme, et comment on peut donner une forme autre que celle de la maison individuelle. Alors, mon premier, c'est, on le voit sur la notice qui est là-haut, ouvrier campagne, c'est tout simplement que la première révolution industrielle consiste à travailler avec des outils qui sont sans force mécanique extérieure, et donc avoir, ici on est à Tourcoing, avoir dans sa propre maison la possibilité d'avoir son outil de travail. Voilà, du télétravail ouvrier dès les années de l'après-révolution, dont on va dire 1800. Et dans cette façon de travailler à partir de chez soi, c'est aussi parce que ce type de travail industriel, c'est une révolution industrielle. On utilise des outils à tisser, à un rouet, voilà, mais ça va avoir un impact sur la maison elle-même. Voilà. Une maison de tisserand paysan. Alors, trois choses intéressantes dans cette première partie, c'est que eh bien, en fait, l'ouvrier, s'il travaille chez lui, c'est parce qu'il est à la fois paysan sur certaines périodes, et que, voilà, première chose, il y a une logique de temps dans l'année qui fait que le télétravail va pouvoir être, à certaines périodes, on moissonne, à d'autres, on peut être tisserand, on peut avoir donc, je vous disais, un rouet. Et deuxième chose qui est intéressante dans cette image-là, c'est que la maison du tisserand fait aussi estaminet, c'est-à-dire on peut boire un coup. Donc, il s'agit d'accumuler, de mettre bout à bout des petites économies, si on peut dire, dans une maison qui a l'air d'être une maison assez ancienne. Et cette image-là est tout à fait intéressante aussi. Je suis sur un site qui s'appelle Brouette et Navette. C'est vraiment des études sociologiques plutôt du Nord, plutôt de l'Est, qui s'intéressent au passé ouvrier et industriel. On pourrait dire, en jouant avec les mots pré-industriel, c'est pas tout à fait vrai. Hein, il y a des gens qui se sont beaucoup intéressés à ça. Euh, Odile Nave dans l'Essonne, Serge Bianchi qui connaît bien les cités-jardins, voilà. Comment l'histoire industrielle va fabriquer des lieux dans lesquels on vit. Hein. Je vais parler d'Athis-Mons, de Draveil, de Corbeil. Mais là, ce qui m'intéresse sur cette image-là, c'est que vous voyez qu'à l'intérieur de la maison, on a vu qu'elle pouvait être aménagée pour avoir trois activités simultanées. Ici, il s'agit qu'elle devienne un atelier, c'est-à-dire qu'il y a une trappe sur la droite qui va permettre de faire venir euh, les matériaux pour travailler à la maison, et avoir les consignes de travail, les matériaux et le rythme qui permet d'organiser tout ça. Cette chose-là, l'ouvrier à la campagne, c'est cette première industrialisation, parce que vous vous doutez bien que quand les grandes machines industrielles qu'on va voir tout de suite, les laminoirs, les choses comme ça, on peut pas le faire chez soi, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même un impact sur la vie, et on est en 1802 sur cette carte de la région du Nord, un impact sur la vie urbaine, c'est-à-dire que quand on détaille une reconstitution du voisinage pour les propriétaires, on a des fabricants, des commerçants, des artisans, des ouvriers, des ménagères, et que tout le monde cohabite plus ou moins, puisqu'on va avoir des inventaires de difficultés qu'il peut y avoir entre ces types de vies les unes par rapport aux autres, qui sont identiques à ce qu'on pouvait euh, voir à Étampes, même si à Étampes, on l'a vu,
rue des Tanneurs, rue de la Juiverie, on est plutôt sur justement des activités qui sont regroupées. Et donc, il va y avoir dans la forme des maisons une place que le travail va donner, même si on ne peut pas dire qu'il y ait une architecture un peu spectaculaire ici, mais qui doit s'adapter à un type de vie selon les périodes et selon un type d'activité. Et ce type de maison va aussi avoir un rapport à la vie urbaine, c'est-à-dire autour de la rue, le bruit, l'odeur, la façon dont les rythmes de vie vont s'organiser. Ça, c'est ma première partie. Et voilà, les sociétés industrielles à la main, c'est des petits objets comme ça que je montre souvent. Bois, carton, tissu et puis bien sûr les canuts de Lyon, des dans le Jura de l'horlogerie, voilà de la chemise dans la Creuse, des choses qui sont de l'activité vraiment industrielle et dans laquelle on voit sur cette image non seulement je suis en 1830 tout est à la maison, mais encore plus fort tous les membres de la maison travaillent. Avec une chose qu'on regarde peu, c'est si on s'intéresse à nouveau à l'architecture, vous voyez, c'est plutôt des documents qui sont plutôt des témoignages sociologiques, historiques, qu'on regarde comme tels. Vous voyez, les fenêtres sont au-dessus. On est un peu encaissé par rapport au niveau de la rue, sans doute, ou en tout cas avec une activité qui donne pas sur la rue directement. Et cette façon d'organiser l'espace et la lumière et la façon dont l'insalubrité aussi va jouer avec ces éléments-là va se retrouver dans les solutions qu'on va chercher dans le logement ouvrier. Voilà, la crise lyonnaise intérieure d'un tisseur en soie, on voit que toute l'activité est tournée autour du travail dans sa maison, ce qui paraît très étonnant et en tout cas qui explique pourquoi il n'y a pas d'architecture ouvrière dans ces années qui commencent à découvrir l'industrie. On a une merveilleuse caricature de janvier 45, la coupe d'une maison parisienne, où on voit que une partie de la maison, faisons simple d'ailleurs, parce que vous le savez peut-être, ceux qui habitent en haut à l'époque, c'est les pauvres, et ceux qui habitent en bas, ce sont les plus riches, qui va s'inverser un peu plus tard, puisqu'on a des activités de vie commune et puis des activités de difficulté et avec peu d'accès à la lumière, ce que Haussmann va changer après. On a à peu près un équivalent en 1847, là, voilà, les 3 étages avec la mère qui travaille pendant que l'enfant dort, l'artiste qui vit et puis au sous-sol des travailleurs. Voilà, ce qui fait que l'aménagement de la société plutôt industrielle va commencer à nous donner des pistes. Là, on est à Mehun-sur-Yèvre dans une fabrique de porcelaine. On va avoir des gens qui vont travailler en usine. Plutôt sur les machines seront des hommes. Le travail tissage bois est plutôt féminin. Et on voit qu'avec cette seconde, je suis à Nieuport, cette seconde révolution industrielle, on va petit à petit avoir une organisation des lieux de travail qui sont elles-mêmes des architectures intéressantes. Voilà, cadenas, machine-outil à fraiser. J'ai extrait ça de ma petite visite au musée euh, machine à vapeur pour travaux agricoles. Au musée, j'ai dit des arts forains, c'est pas ça, des arts et métiers. Une voiture à moteur, on est à la fin du 19e siècle. Et puis, quand on cherche ce que le bas va nous expliquer, voilà les premières façons dont on construit de l'habitat collectif pour les ouvriers, ce sont souvent les propriétaires des usines qui vont le fabriquer eux-mêmes, puisqu'ils ont plutôt intérêt à ce que les ouvriers soient à côté, éviter la fatigue du transport qui peut être lointaine. Transport à pied, hein, ça peut. Si les ouvriers arrivent, ils sont fatigués avant de commencer la journée, ça va être difficile de piquer leur force de travail. Et puis on a ici à Boulogne-Billancourt, ici à Boulogne-Billancourt aussi d'ailleurs, euh, et ici rue Paul Bert, toujours à Boulogne-Billancourt. Vous voyez des choses qu'on retrouve dans plein de pays d'Europe, des courets extérieurs, puisque la construction va être assez sommaire, un parallélépipède rectangle, les mêmes appartements, le moins de parcelles au sol possible utilisables, et des traverses
extérieurs ou intérieurs, avec un accès à la lumière assez limité, qui vont donner des difficultés sonores, des choses qu'on habite moins. Mais même si là, on est 77 rue de Charonne à Paris, on est dans une cour intérieure avec une entrée qui donne cette desserte sur des passerelles extérieures. Il n'y a pas d'escalier intérieur, il y a vraiment une sorte de cellule, comme une ruche, systématique qu'on retrouvera dans le familistère de Guise. Voilà, qui petit à petit peuvent aujourd'hui prendre un petit peu de charme, mais vraiment, c'est vraiment pour faire plaisir. Voilà, alors l'aménagement de cette société industrielle, cette seconde révolution industrielle, va nous donner les faubourgs en fait des villes. Là, on est à Nanterre, avenue du Maréchal Joffre, toujours avec ce système de desserte et ces grands alignements de rues. Et puis celle-ci est beaucoup plus tardive, mais des baraquements Verdier, Firminy autour de Saint-Étienne. Là, on est au XXe siècle, mais c'est pour dire que loger tout le monde pour qu'il y habite, on va pas faire dans le détail, on va faire des grandes barres, des choses qui peuvent permettre de loger assez vite l'ensemble. Et puis j'aime bien remontrer, là on est dans le Cher, dans le Val de Germigny, que habiter à côté de son entreprise, voilà, habiter à l'usine, au cœur du logement ouvrier, c'est pas des petites choses. Voilà, la tuilerie de Grossouvre qui en 1834 va être la première type d'habitation complètement fait par le patronat, on va dire ça comme ça, sous forme de caserne. C'est le modèle de la caserne qui avait intéressé Michel Foucault sur surveiller et punir, c'est-à-dire que on peut, comme une organisation militaire, mettre dans des boîtes tout le monde, mais en tout cas organiser et construire par soi-même ces boîtes pour que ça soit plus efficace, plus efficient et peut-être plus hygiéniste aussi. Là, au Creusot, bâtiment dit des mécaniciens, 100 mètres de long, 130 logements sur 4 niveaux. Il en reste plus beaucoup. Et puis à Unieux, cette caserne Holzer qui est plus raisonnable et qui est encore debout, un petit morceau seulement, 32 logements, 1860. Donc on a une façon de faire de l'architecture. On pourrait dire, là on a des architectes, on a un commanditaire, mais on est encore lié à quelque chose d'utilitaire et, euh, et finalement organisé de façon très industriel, on pourrait dire. On n'a pas beaucoup d'architecture. Voilà, le moulin de l'usine Meunier, dont vous pouvez découvrir la structure en métal, puisque c'est la première au monde qui va avoir un parement de pierre, et découvrir aussi les merveilleuses émissions d'architecture de Arte. Encore ce modèle de caserne autour de l'entreprise, autour de l'eau. Dans la vallée, on est à Pont-Salomon. Et les sheds, vous voyez, le système d'accès à la lumière dans les endroits de travail. Un petit clin d'œil essonien, puisque on n'est pas loin d'Arblay, qui est le même principe qui, pendant longtemps, sur Essonne, a intégré des grandes entreprises. Celle-ci est détruite. Les ateliers d'Arblay pour la fabrication du sulfate d'alumine, mais qui sont des grands entrepôts pour travailler, mélangés à de l'habitat. Voilà, ce qui nous fait voir que dans ce premier temps, la pauvreté paysanne, mélange des activités dans la maison, petit à petit, le monde euh, propriétaire et des grandes entreprises va chercher à construire sous forme de caserne de l'habitat ouvrier pour que ce soit un peu plus intéressant, mais se détache une troisième partie idée, celle de la maison en fait. Voilà, on est à Tourcoing. Vous voyez comme là on est dans une photographie à Berlin. Vous voyez là, on est à Paris quand il y aura des avancées sous Napoléon III, 27 mètres carrés pour une famille. Là, on voit que le monsieur a l'air assez attaché à ce lit et au luxe, si on peut se permettre cette formule. C'est la totalité de la maison qu'on a sous les yeux. Euh, voilà comment la petite maison va apparaître tout doucement, ce qui est ma deuxième grand morceau. Là, pas d'architecture pour l'organisation du travail, de l'habitat du travail, c'est plutôt on copie sur les casernes. Comment petit à petit la maison va arriver? Alors, on est au Creusot dans des endroits, pardon, on est dans le nord à Denain, dans le Pas-de-Calais, et on a voilà de la maison individuelle qui va apparaître sous forme de, on pourrait dire lotissement, au contact des lieux de travail. Vous voyez, 1878, 76,
On a des objets qui sont aujourd'hui, qui ont presque un charme historique à regarder, mais qui, quand on voit ce type d'ambiance, font comprendre qu'habiter à côté de son usine, c'est aussi un parti pris, discutable. Voilà, tous les hauts fourneaux, toute l'activité industrielle qu'on a vu disparaître de notre vivant en France, hein, qui est pas tout à fait disparu, mais qui est quand même en voie de l'être. Il en reste voilà un morceau à Anzin, les grands bureaux de Vallourec qui ont été restaurés, mais on a 10 000 ouvriers sur la cité. Là, c'est devenu ils ont gardé les anciens bureaux pour en faire un centre médical. 10 000 ouvriers, c'est quand même pas rien. On va à Anzin, tout près de Valenciennes, commencer à fabriquer de l'habitat individuel collé en bande. Et comme le dit Lebras, avec pas forcément beaucoup de créativité. Pourtant, 15 ans plus tôt, toujours au Creusot, les ingénieurs Mamby et Wilson y réalisent dans la Combe des mineurs, on voit ici, un modèle précurseur qui remet en cause la brutalité de l'immeuble collectif et tente de concilier logement répétitif économique et maison individuelle. Rompant avec une distribution intérieure collective, chaque logement dispose d'une entrée individuelle et directe sur le foyer familial. Implanté en milieu Entrée directe dans sa maison. rural, cette formule témoigne d'un passage de l'habitat paysan à l'habitat ouvrier, importé du Pays de Galles par des ingénieurs qui font bénéficier le Creusot de l'avance de la Grande-Bretagne en matière de développement industriel. Petites maisons qui viennent des pays anglo-saxons. Petit jardin aussi, troisièmement. Ce transfert qui porte déjà en germe le débat à venir du logement ouvrier, collectif ou individuel, trouvera un écho en France dans les rangs de maisonnettes, les corons, que feront bâtir entrepreneurs industriels et compagnies minières, ce n'était pas du tout l'apanage des compagnies minières, à Anzin par exemple, dès 1825, pour loger les travailleurs et leurs familles, selon un parti dont la répétitivité désespérante le dispute à l'exiguïté. Dans Voilà. Ce qui intéresse le Bala, c'est de préciser que ces premières maisons en 1826, c'est très étonnant parce que ça a vraiment presque un charme pour nous. Voilà. Entrée individuelle. On le voit pas là, mais en fait, la maison, c'est qu'un demi. C'est-à-dire l'autre aura un autre bout de l'autre côté. C'est pas des très grandes maisons et petit jardin. Petit jardin dont on reverra plus tard que il s'agit à la fois d'avoir un lieu pour respirer, hygiène, mais un lieu aussi pour potager, au lieu d'aller au bistrot. Le Jean Dollfus, en 1850, va participer en tout premier à Mulhouse à développer ces cités ouvrières, dont je vous redis ici, on va le voir sur un petit plan que voilà, la maison ici, finalement, ce sont 4 maisons. Vous voyez, elle est coupée dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est un petit morceau. Vous devinez tout à fait. Jean Dollfus, tradition calviniste, protestante, influencée par les pays anglo-saxons pour penser petit à petit qu'on peut fabriquer des maisons individuelles pour l'ouvrier. Alors, on retrouve ça au Creusot dans la cité Saint-Eugène. Alors, le bas, dans sa petite conférence, dit le dispute à la monotonie parce qu'effectivement, c'est bien sympa, c'est fonctionnel, ça a une intention même morale, mais architecturalement, c'est pas foufou. Voilà ce qui va nous intéresser à Paris Jardin. Et puis, on a parlé du modèle anglo-saxon. Henry Roberts va écrire sur les habitations des classes ouvrières, sur la façon dont on peut s'adresser à eux et le développer. Et étonnamment, c'est Napoléon III qui va faire traduire dès les années 1850 ces réflexions et ces modèles et les diffuser le plus possible dans le milieu patronal, Napoléon III, pour que se développe l'habitat ouvrier. Et ce qui m'intéresse dans la remarque de Lebas qu'on écoute tout de suite, c'est que dans cette conception de l'habitat pour chacun, il s'agit aussi de valoriser la vie de famille, empêcher le célibat, empêcher le pochetronnage au bistrot. Et donc, il y a toujours dans le choix de l'habitat un choix moral.
d'immeubles et de maisons, enfin ce qu'on appelle des maisons ouvrières, c'est souvent des immeubles, viables, qui feront référence au cours de la seconde moitié du siècle, et dont Émile Cacheux, grand bâtisseur de logements ouvriers à la fin du siècle, ne cessera de se réclamer. L'exposition universelle de 1867 va fournir à l'empereur, donc à la fin de son règne, l'occasion d'approfondir ses tentatives pour améliorer le logement ouvrier, en profitant des expériences européennes et en consacrant une section aux habitations caractérisées par le bon marché unies aux conditions d'hygiène et de bien-être. Tandis que des entrepreneurs pouvaient exposer des pavillons représentatifs de la maison individuelle sur un terrain voisin du palais de l'industrie, donc on voit ici quelques-unes de ces maisons ouvrières exposées en 1867, Napoléon fait bâtir des immeubles viables rue de Montessuie et donc avenue Daumesnil. On retrouve l'immeuble de tout à l'heure et on voit les différents types de distribution, dont les types sont reproductibles car répondant à un rendement confortable, moyennant une forte densité, 8 logements par étage et un respect minimal des normes hygiéniques. Le commissaire de l'exposition, Frédéric Leplay, un polytechnicien sensible aux idées saint-simoniennes et en même temps nourri de catholicisme social, se montrait plutôt partisan pour les ouvriers de la maison familiale, considérant que le libéralisme sauvage et l'industrialisation forcée compromettaient l'harmonie sociale en laissant de côté une classe laborieuse, désemparée et misérable, privée du soutien de la famille et de la religion et de la morale. Pour lui, la paix politique et sociale ne pouvait venir que de la jouissance du logement, dont la maison individuelle était le modèle, car, disait-il, elle développe chez l'ouvrier le goût de la propriété et les sentiments moraux qui s'y rattachent. Voilà, alors, élément très très important finalement, c'est que faire des maisons pour les ouvriers, c'est pas seulement pour qu'ils respirent correctement et qu'ils soient un peu, qu'il y ait une organisation et une efficacité au travail. Il s'agit dans les propos hygiénistes de cumuler la santé, l'organisation technique du travail, mais dans la maison individuelle, de valoriser des choses absolument morales. C'est pour dire qu'il y a toujours une articulation entre la morale et la politique, hein, c'est jamais neutre, c'est jamais la même chose, mais premièrement, d'économiser pour acheter et donc d'être vertueux dans la gestion de son bas de laine et deuxièmement, de valoriser la famille, jardin, famille, maison, qui va nous permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas prostitution, alcoolisme et je ne sais quelle horreur. Alors, j'enchaîne sur... je vais pas passer toute votre après-midi, je vous rassure. J'enchaîne, je viens de parler de ces ouvriers à la campagne, de cette industrialisation, de cette organisation qu'on va retrouver dans mon morceau 7 familistère, c'est-à-dire comment on peut organiser collectivement la vie de toutes ces personnes-là. J'en profite, c'est important, ma casquette de philosophe fait qu'il faut que je vous parle de gens qui vont réfléchir à ça et du contexte historique dans lequel ça se trouve, puisqu'il s'agit chez Paris Jardin de ne pas prendre ce parti-là, de ne pas prendre le parti du collectivisme, si par la coopérative, hop, sur la gauche, non par l'habitat individuel. Hygiéniste avec jardin, mais par contre très loin des transports et du travail. Alors, on va voir qu'il y a un parti pris qu'on verra en vrai. Je vais vous montrer quelques photos merveilleuses. Alors, ces penseurs-là que je voudrais vous montrer, on oublie quelque chose qui va nous rappeler une actualité de 1832, la peur bleue, c'est-à-dire tout le monde clame du choléra à Paris, c'est rien de le dire. On évacue de nuit les morts parce qu'ils sont dans la rue et que tout ça est absolument atroce. Et voilà une façon de faire un premier lien avec l'histoire que j'ai faite de la modernité, c'est-à-dire les photos. Et c'est pas Adjet qui était plutôt sympathisant socialiste et qui donc s'est intéressé à la vie ouvrière qui était complètement invisible, hein, personne ne la regardait. C'est Charles Marville qui lui aussi va par la photo témoigner du Paris d'avant Haussmann. C'est là où je veux en venir. C'est que le Napoléon III dont on parle, qui valorise l'habitat individuel, va aussi valoriser par le biais d'Haussmann les grandes ouvertures parisiennes, les grands tracés de circulation, d'air, de lumière, mais aussi éviter
les incidents révolutionnaires. Voilà à quoi ressemble encore la rue du Jardinet, tout ça va disparaître. La rue des Marmousets, on est en 53. Voilà à quoi ressemble Paris, rue du Marché aux Fleurs. Rappelez aussi que c'est Haussmann qui va, avec Napoléon III, agrandir Paris en prenant les communes limitrophes à l'intérieur. Et voici les grandes tracées que Haussmann va découper. Découper, c'est exactement ce qui va se passer, puisque même à l'intérieur de la cité, tracé rouge de voies et bleu de places. Voilà. Là, plan de Vaugondi de 1771 et par-dessus le tracé des années 1850-70, le temps que Haussmann travaille. Vous voyez, travaux nocturnes, construction de la rue de Rivoli, éclairés par la lumière électrique. On est en pleine modernité. Il s'agit de remettre de la salubrité, de faire d'un Paris moderne qui soit dans l'esprit de cette société industrielle qui se développe. Voilà la totalité des réalisations urbaines et puis l'augmentation du périmètre de Paris. Voilà à quoi ressemblent les boulevards Sébastopol que tout le monde connaît, mais c'est l'occasion de les revoir et surtout de voir autrement ces merveilleux caillebottes. Voilà, on est à Draveil, on est à Hyères avec le clin d'œil à caillebotte. Cette rue de Paris, jour de pluie, c'est aussi en 1877 une façon de montrer que récemment se sont faites ces grandes percées, mais que ces grandes percées sont aussi, voilà, Pissarro qui peint de haut. Je vous disais qu'avec caillebotte, puis Munch un peu plus tard, on a des vues du dessus vers le dessous qui poussent à l'abstraction, mais qui sont aussi une façon de montrer la vie urbaine et la circulation qui va se faire, des bâtiments haussmanniens qui n'ont absolument rien à voir avec cet habitat individuel, c'est plutôt cette architecture-là qu'on regarde, un habitat qui est vraiment théâtral. J'aime bien cette image-là parce que on voit à quel point il s'agit de faire façade, rien de plus et rien de moins. Rien de plus, mais cet intérêt pour la maison individuelle, on va l'avoir à Paris Jardin aussi, puisqu'il s'agit d'avoir quelque chose à montrer. Voilà, là, chez Haussmann, on a, tout le monde le sait maintenant, mais dans les toitures, une façon d'accéder à la lumière et de rentabiliser ces surfaces. Voilà le baron Haussmann en question. Et voilà, par exemple, sur la cité Rochechouart, les premiers essais d'habitat collectif pour ouvriers. Vous voyez, la structure est en métal, à disposition des ouvriers. Un petit habitat qui va pas tout à fait bien marcher pour des raisons encore morales. Ce sera l'une des premières initiatives en 1850 du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait, dans son exil anglais, visité ses réalisations pionnières de faire traduire l'étude de Roberts des habitations des classes sociales ouvrières et d'en assurer une large diffusion auprès du patronat, de la presse, etc. Face à la densité de la construction parisienne et face à la cherté des terrains, Louis-Napoléon crée en 1849 la Société des ouvriers de Paris, dont la première réalisation sera la cité de la rue de Rochechouart, habitée dès 1851. La cité de l'architecte Marie-Gabrielle Veny compte 200 logements d'une ou deux pièces répartis en 4 corps de bâtiments disposés autour d'une cour allée centrale couverte. Alors c'est intéressant, encore une fois, on retrouve des parties qui sont tout à fait récurrents, c'est-à-dire que ce sont des corps de bâtiments couverts en appentis, dont la cour centrale, qu'on aurait pu appeler courée, est en fait totalement vitrée et avec des coursives extérieures. On est encore dans la logique de la caserne, dans un sens. Et le succès moindre de ces constructions-là viendra du fait qu'il y a concierge, horaire d'ouverture et mise en commun d'un règlement quasiment moral. Alors, cette épidémie de choléra va faire que des premiers philanthropes vont, dès 1840, ici pour le docteur Villermé, s'intéresser à l'état physique et moral des ouvriers. Vous voyez, sur la liste de la mortalité dans les divers quartiers de la ville de Paris, c'est plutôt des gens un peu plus ouverts. On a Villermé, on a Étienne Cabet, qui va s'intéresser voilà, principe chrétien de fraternité, on parle de catholicisme social, voyage en Icarie, c'est-à-dire l'idée de pouvoir construire un bonheur commun dans une ville, une cité, à une petite échelle d'habitat ou à une échelle plus grande, qui permettrait d'habiter tous ensemble.
Voilà, et Étienne Cabet s'inspire du rêve américain, puisque la caricature montre que tout ça vient des pays anglo-saxons. Parce que, et c'est là où on revient encore à notre petit monsieur Lebas, c'est toute cette affaire qui va nous amener à Paris Jardin, c'est une question de propriété. Dans le débat sur le logement ouvrier qui anime en France politiques, philosophes ou économistes, de 1830 à 1870, manque un acteur essentiel, la classe ouvrière, alors que sa misère émeut toutes sortes de gens. Les philanthropes, comme le docteur Villermé, des libéraux, comme le baron de Gérandeau, des philosophes utopiques, comme Étienne Cabet ou Charles Fourier. Tandis que Proudhon veut rendre la propriété accessible à la classe ouvrière. Très important. Le rapport des ouvriers, on va commencer à construire pour eux. Si on choisit que ce soit collectif ou si on choisit que ce soit individuel, ça ne donnera pas la même forme architecturale. Et si on choisit qu'ils accèdent à la propriété pour des raisons plutôt morales, parce qu'il faudrait qu'ils soient économes, eh bien, la cité Jardin de Paris, Jardin à Draveil, dans l'achat coopératif, il y a cette idée d'accéder à la propriété, mais par un moyen un peu indirect à la propriété, dont vous vous rappelez peut-être que Proudhon a écrit la propriété, c'est le vol. Engels estime que la misère n'est que le reflet de l'exploitation capitaliste, que l'amélioration du logement ouvrier s'inscrit dans la lutte des classes, dont seule une révolution changera l'issue. Voilà, on a des gens ici chez Fourier, un petit clin d'œil au Chelsea Hotel, c'est-à-dire de l'habitat collectif comme des squats. En fait, le Chelsea Hotel, c'est ce qu'on va retrouver, on va dire à l'époque de Warhol ou de la Beat Generation, c'est-à-dire habiter tous dans un lieu squatté, qu'on retrouve dans la philosophie de Charles Fourier dès ces années 1836. Vous voyez, la phalange, c'est-à-dire un habitat collectif dessiné qui ressemble exactement, pour faire vite, au château de Versailles, c'est-à-dire une sorte de palais collectif, c'est ce que défend Fourier, avec des premières options sur le statut de la femme, ce qui est pas mal, même si chez Proudhon, chez Fourier, il y a un rapport au travail, à la propriété, au colonialisme, à l'esclavage qui est tout à fait ambigu. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce sont des gens qui vont commencer à penser le système de travail et le rapport de l'habitat au travail. Voilà à quoi ressemble le phalanstère. Ce phalanstère qui va nous servir de modèle pour le merveilleux familistère de Guise dont je vous parle tout le temps et que voici en merveilleux The Vidéo. La vieille ville de Guise regarde surgir d'un mauvais œil cette cité qui la défie et qu'elle surnomme le tas de briques. Le familistère lui fait concurrence. Appartements et magasins y sont moins chers, autant de clients perdus pour elle. Comme toute la bourgeoisie, elle dénonce aussi dans cette concentration de familles ouvrières un danger pour la tranquillité publique, un foyer de sédition. On vient de voir deux éléments importants. Si on est en coopérative familistère, on voit bien que c'est autour de la famille. C'est ce que Godin va valoriser. Godin est un patron qui a été ouvrier lui-même. Ça change un peu le statut. Deux choses. Le système coopératif va permettre de faire des économies et donc faire concurrence à la société plus capitaliste, on va dire. Deuxièmement, le danger que représente pour la société bourgeoise que tous ces ouvriers habitent ensemble, c'est le vice. Pour Godin, au contraire, l'habitat collectif est le logement des temps nouveaux. Il offre au plus grand nombre des services inaccessibles autrement, ce que Godin appelle les équivalents de la richesse. L'idéal du progrès, dit-il, doit s'incarner dans une forme architecturale supérieure, qui serait aux petites maisons ce que la grande usine est au petit atelier. Derrière tous ces principes, il y a une idéologie. Godin est aussi un militant politique. Il a découvert dans sa jeunesse, à travers un article du Guetteur de Saint-Quentin, la pensée de Charles Fourier, mort en 1837, une des grandes figures de ceux que Marx a qualifiés de socialistes utopistes. Fourier a imaginé un nouvel ordre social, dont la base est une petite communauté de personnes qui travaillent et vivent ensemble dans un même bâtiment, le phalanstère. Ce qui est merveilleux, c'est que Godin va mettre en application dans cet endroit du phalanstère les principes de collectivité, sauf celui de la vie libre sentimentale.
puisque Fourier propose qu'il n'y ait pas de structure autour de la famille et du mariage. Les petits Proudhon, qui va s'intéresser justement aux capacités politiques des classes ouvrières et parler justement de la propriété. Propriété, qu'est-ce que c'est que la propriété? Même si sur ce texte-là, ça nous emmènerait trop loin, mais le rapport, l'esclavagisme est justifié, on va dire ça de cette façon-là. Voilà, caisse d'épargne de Bordeaux. Le vice et l'imprévoyance créent la tristesse et la misère. C'est vrai quand même, c'est tellement vrai. Alors que le travail et l'économie donnent l'aisance et le bonheur. Voilà, la fin de notre explication. Nous voici arrivés au terme du voyage. Tout simplement, solution collectiviste avec le familistère, solution plutôt individuelle, valorisée par les gouvernements successifs, loi Siegfried, loi Ribot, qui sont des façons pour des investisseurs de pouvoir acheter en collectif des terrains comme le cottage non anglais, vous voyez le clin d'œil d'Atis Mons. Principe du cottage et de son rangement, on va mettre les maisons dos à dos pour qu'elles profitent sans se gêner trop du jardin en commun. On retrouve ceci dans ces très intéressants livres sur les cahiers du patrimoine de l'Île-de-France. On trouve Atis Mons, Juvisy, Draveil, des choses qu'on retrouve dans les banlieues anglaises et qui vont inspirer, je viens de passer Reims, les reconstructions de ces années 10, 15. Reims, c'est lié à la guerre, la première aussi. Voilà, le principe des cités-jardins, une place centrale, un accès au jardin commun, et puis pour Draveil, la proximité de la forêt de Sénart, la proximité de terres agricoles qui sont encore exploitées, hein, la proximité de l'eau et du transport urbain, et la possibilité dans la cité coopérative, c'est ça qui fait son originalité, et je vous invite à nous retrouver dimanche. 2 choses et demie à vous dire. La construction, vous voyez, près de l'eau, près des grands accès. Voici la totalité de la structure de Paris Jardin. Premièrement, très grande originalité, hein, puisque en coopérative. Voilà. Achetons ensemble, prix uniforme, prix garanti, fait que vous pouvez, à l'évidence, acheter en commun, partager l'architecte qui va tout construire, partager les matériaux. Voilà, le système coopératif, une des premières particularités de Paris Jardin. Le seconde, conserver le château et l'axe central du château, l'allée centrale, et avoir une sorte de vie de châtelain en transformant ce château en équipement collectif partagé entre tous les sociétaires. Voilà, c'est-à-dire l'accès à la propriété va pouvoir s'appuyer sur un territoire vert, ancien, historique, en respectant son historicité, mais en utilisant ces possibilités. Et voici le type de maison qu'on va retrouver, qui sont dessinées par Jean Walter, qui vont nous donner quelquefois des choses très modernes et quelquefois des choses qui individuellement sont très différentes. Voilà. Depuis les origines, s'appuyer sur un terrain ancien et retrouver ce rapport au jardin, à la maison individuelle, au logement personnalisé. Et puis, pour vous donner rendez-vous vendredi et d'après, une question que ne résoudra pas Paris Jardin, hélas, qui sera un des enjeux des années 50-60, c'est que tout cela est encore très loin des transports en commun et de la possibilité d'aller travailler ailleurs. La société Paris Jardin va être une réussite qui continue à fonctionner encore aujourd'hui, hein. Les habitats sont de belle qualité. On va voir que le rapport à la nature est pas du tout usurpé. Chaque ouvrier pourra avoir, et on a une variété de typologies d'habitants, va pouvoir accès à la propriété et à une maison à lui, avec un jardin à lui. Mais l'enjeu qui viendra, qui nous amènera dans les années 50 à Ris-Orangis dimanche prochain, c'est celui du travail et du rapport au travail. À la prochaine fois. Merci.